Bonjour à tous, je suis Damien pour la chaîne de podcast Parlons Zen et je suis aujourd'hui avec Victoria. Bonjour Victoria. Salut Damien, salut à toutes et tous. Salut, salut, comment ça va? Ah bah j'ai la pêche ce matin, merci. Et toi? Cool. Ouais, ça va tranquillement. Un peu ensoleillé aujourd'hui donc c'est bien. On démarre bien la journée. Génial. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de ta transition vers un mode de vie plus écologique. Exactement. Donc ben voilà, ben on va aborder le sujet ensemble. Avant toute chose, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de toi, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Alors, je suis Victoria, j'ai 29 ans et j'ai décidé de m'appliquer la transition écologique et sociale à moi-même en, en réalisant un virage total. En fait, j'ai quitté mon boulot, mon chez-moi, mes amis, ma famille pour faire un tour de France des initiatives citoyennes et que j'ai amorcé il y a un an. D'accord. Donc tu n'as pas, bah, ça va être ma prochaine question, mais tu n'es pas né entre guillemets dans une famille écolo. C'est vraiment une transformation alors chez toi. Oui, exactement. Je suis pas du tout née dans une famille écolo. Je dirais que je suis née dans une famille assez classique, voilà, classe moyenne, et qui n'avait pas du tout cette conscience de la consommation, qui était, enfin, une famille qui est plutôt dans un mode de consommation, enfin, moyen. Mhm. Après, bon, c'est vrai que je mangeais bio à la maison, donc il y avait une petite sensibilisation de ce côté-là. Mais ça a été un cheminement personnel qui a été plutôt une réaction euh, au milieu dans lequel j'ai évolué à l'école et ainsi de suite par mes études. D'accord. Alors justement, ça allait être ma prochaine question. Est-ce que tu peux me dire depuis quand exactement tu t'intéresses à l'écologie? Alors, en fait, pour moi, ça a été un cheminement particulier parce que l'écologie, mon intérêt pour l'écologie a découlé mon intérêt pour je dirais l'injustice ou plutôt la justice, c'est-à-dire que j'ai été très tôt confrontée à des discriminations sexistes du fait que, bah voilà, en tant qu'adolescente, enfin, j'ai été confrontée à notre système patriarcal et en fait, ce sujet-là m'a passionnée parce qu'il me touchait directement et en fait, à partir de ce combat-là, j'ai découvert plein d'autres discriminations qui avaient lieu dans notre société et de comportements violents, en fait, et Mhm. en l'occurrence envers la nature. Et c'est en fait par ce biais-là que j'ai commencé à m'intéresser à l'écologie. Donc j'ai du mal exactement à le situer, mais on va dire qu'à partir de 18-19 ans, euh, j'ai réalisé en fait euh, l'anormalité de nos modes de vie, Ouais. notamment via en lisant Pierre Rabhi, Mhm. en découvrant la légende du colibri. Mhm. Voilà, donc c'était il y a 10 ans, D'accord, il y si a je une peux te dizaine dire. d'années déjà. D'accord. Ouais. Ouais. Ok. Ouais, c'est intéressant parce que juste avant l'émission là, je re-regardais une conférence de Pierre Rabhi que je connais depuis quelques années, mais que je ne découvre que depuis peu. Et c'est vrai que Ouais. c'est incroyable, hein, c'est du nectar, hein, ce qu'il dit, c'est impressionnant, quoi. C'est une- Complètement. Moi, j'ai commencé par La sobriété heureuse, son livre La sobriété heureuse. Et il y avait une métaphore qui m'avait beaucoup marquée où il parlait d'un système de boîtes, Mhm, comme quoi on était toujours enfermé dans des systèmes et sous-systèmes. mhm. On va à l'école, donc on est dans un système, on nous apprend à pouvoir s'adapter au système entreprise. On se déplace dans des boîtes, la voiture, on va faire la fête en boîte, et, on passe nos vies dans des boîtes, les maisons et des boîtes, les entreprises. Et enfin, on termine notre vie dans une boîte, le cercueil, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est bien dit, ouais, ouais, c'est vrai, c'est bien imagé, ça fait un peu peur, mais c'est bien imagé quand même, ouais. C'est assez flippant, ouais. Ouais. Alors du coup, depuis une dizaine d'années environ, est-ce que tu te souviens quelle a été ta première action concrète, entre guillemets, pour entamer ta transition? Oui, alors je dirais la plus radicale pour moi, ce qui a été le plus gros changement, parce que
En fait, quand j'étais en école d'ingé, donc enfin, j'ai fait une école d'ingénieur et déjà à l'époque, en fait, j'étais beaucoup plus euh, soucieuse de la justice sociale d'être soucieuse de la justice climatique. Mhm. Et donc déjà, dans le fait d'avoir choisi mes études, j'avais voulu faire des études qui me menaient à un métier qui puisse servir le bien commun. D'accord. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire des études d'ingénieur en génie urbain. Donc, c'est tous les métiers qui sont en lien avec l'aménagement de la ville, l'aménagement du territoire, et avec pour objectif de créer un écosystème qui soit sain pour les usagers. Et j'avais fait le choix déjà à l'époque de m'orienter vers le service public parce que je voulais pas avoir des missions dont la finalité principale est lucrative. Je voulais que ça soit vraiment œuvrer pour le bien commun. Et donc, dans le cadre de mes études d'ingénieur, je suis allée à Londres parce qu'il fallait. C'est vrai qu'à l'époque, mon entourage me disait qu'il fallait absolument que je puisse avoir sur mon CV prise privée, prestigieuse, parce que j'avais un parcours plus universitaire. Je faisais tous les stages à l'université parce que j'adorais tout ce qui était recherche. Et bon, voilà, donc je me suis conformée à cette injonction et je suis allée à Londres dans une grosse entreprise de bâtiment. Euh, et à ce moment-là, en fait, j'ai rencontré des Français qui étaient également en stage ou qui venaient découvrir la vie londonienne. Donc, il y a une vie quand même assez consommatrice, très, très paillette. Et, euh, et en fait, j'ai rencontré des personnes végétariennes. Et ça m'a vachement interpellée, parce que moi, à l'époque, j'adorais la viande. C'est quelque chose que... Enfin, vraiment, j'adorais ça. Et donc, je comprenais pas comment on pouvait refuser de manger de la viande. Surtout qu'on allait de temps en temps dans des dîners où on était invité par des entreprises, tout ça. Et donc, elles refusaient en fait la viande. Donc, ça me... Voilà, je ne comprenais pas. D'accord. Et à ce moment-là, je me suis intéressée à ce sujet et j'ai regardé beaucoup de documentaires sur la question de l'industrie animale, sur la déforestation pour faire pousser du maïs OGM, pour pouvoir nourrir le bétail qui, en fait, qui traverse la planète pour arriver dans notre assiette. Et ça a été mon premier vraiment gros déclic. Et là, je suis devenue végétarienne, donc c'était il y a 5 ans. D'accord. Et c'était ton premier acte, oui, en effet, acte fort quand même, hein. D'accord. Exactement, ouais, ouais, ouais. D'accord. D'accord. C'est intéressant. Juste rapidement, oui, il y a plusieurs années, moi enfin, j'ai eu une période dans laquelle je suis devenu végétarien, et c'est marrant parce Mhm. que c'est en faisant un petit peu comme toi. Alors moi, j'ai pas été amené à rencontrer d'autres végétariens. Mais c'est suite à des émissions que j'ai regardées, je me suis renseigné en fait, et du jour au lendemain j'ai été traumatisé et j'ai arrêté de manger de la viande. Bon, j'ai fini par reprendre pour d'autres raisons, enfin pour des raisons sociales pour tout dire. Parce qu'à l'époque c'était peut-être, je sais pas ce que t'en penses. Alors toi du coup, ça Je fait suis 5 complètement ans. d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a la question sociale qui est très compliquée. Et en fait, moi, à l'époque, en fait, à partir du moment où j'ai creusé ce sujet-là, Hmm. ça a ouvert les vannes sur le rapport de l'humain à la nature, le rapport de l'humain à l'environnement. Et j'ai découvert, je dirais, les, les conséquences du capitalisme, de la mondialisation et de l'industrialisation Hmm. sur plein de domaines, parce que c'est pas que dans le végétarisme. Et j'ai voulu devenir végane, et vraiment ce qui m'a arrêtée, c'est l'aspect social, en fait, qui me mettait j'étais trop en confrontation avec l'autre. Ouais. Et en fait, le bénéfice de ce combat, de cette action-là, il était pas suffisant par rapport au sacrifice que ça me demandait. Hmm. Oui, ben c'est intéressant. Mais tu vois, moi j'ai toujours cru que c'était un peu du théâtre de la part des végétariens et des véganes de dire oui, mais c'est difficile socialement, etc., etc. Et jusqu'à ce que je le vive en fait. Et quand je l'ai vécu, je me suis dit ah oui, non, mais en fait, d'accord. Et je pense que c'était à une époque où c'était encore peut-être plus dur qu'aujourd'hui. Moi, c'était entre 2012 et 2013, je crois, que j'avais eu cette période-là. Suite à des documentaires que j'avais regardés, fait que qu'honnêtement, je sais même pas si j'arriverai à les recommander aujourd'hui, tellement c'est d'une violence. Tout Ouais, à fait. c'est sur les animaux quoi. Et en fait oui, donc j'avais repris pour des questions sociales parce que c'est très compliqué en fait quand tu
pas quand tu sors au restaurant, parce que je sais pas, peut-être que les restaurants s'y mettent peu à peu, et encore que c'est pas tout à fait développé le véganisme, mais quand tu sors chez des amis et qu'ils te mettent un plat de viande sur la table et que tu te dis, bah, je suis désolé, mais je vais pas pouvoir manger la viande, ils se sentent obligés de cuisiner autre chose alors que dans l'absolu on n'a rien demandé. Enfin, c'est, c'est- on- Et quand, c'est exactement ça. C'est quand on vraiment, enfin, accueille des c'est gens, c'est exactement ça. pareil. Moi, j'accueillais des gens chez moi, mais du coup, je me sentais obligé de faire de la viande. Alors, sachant que moi, j'avais jamais imposé ça à personne, hein. J'étais végétarien, Mm. mais je l'ai imposé à personne. Donc, ça me faisait plaisir de cuisiner de la viande pour les autres, mais j'étais végétarien. Enfin, c'était vraiment très compliqué. Et c'est là que je me suis aperçu que, ouais, socialement, c'est beaucoup plus dur que ce que j'imaginais, en fait. C'est vrai, Mm. c'est vrai. Complètement. Alors du coup, tu m'as un petit peu expliqué ta première action, donc tu es devenue végétarienne, c'est ça, hein? Voilà, je suis devenue végétarienne, j'ai essayé de tendre vers le véganisme, mais pour toutes les raisons que tu expliques, ça a été beaucoup trop compliqué. Et ça a été vraiment quelque chose qui m'a... Enfin, en fait, oui, ça a été le début d'un engagement total et ensuite j'ai enchaîné avec une transformation radicale de ma consommation, c'est-à-dire que je vis dans, je suis, je dirais, enfin, je mène une idéologie minimaliste au sens où je m'encombre de très peu d'affaires, je fais beaucoup de tri dans mes affaires, j'achète d'occasion. En fait, par exemple, quand je vois un plat de viande, je vois toute l'horreur qu'il y a derrière ça, l'horreur à la fois sanitaire, de souffrance animale et environnementale. Mais Mhm. maintenant, par exemple, quand je vois des objets, j'analyse très vite en fait quelle est l'histoire de cet objet et quel est le cycle de vie de cet objet et quels sont les impacts en fait de cet objet sur la planète et sur le social aussi. Et du coup, j'ai on va dire, j'ai transformé complètement ma façon de vivre au fur et à mesure des années, hein, pour adopter un mode de vie zéro déchet, minimaliste, slow travel, enfin le voyage long. J'ai arrêté l'avion. Alors ça a été long, hein, j'ai mis plusieurs années à arrêter l'avion parce qu'avant j'étais, enfin je faisais beaucoup d'aventures au bout du monde et en plus mon compagnon était euh, blogueur voyageur. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais stop, il faut que j'arrête l'avion parce que ça devient incohérent, en fait. D'accord. Oui, ouais, c'est Voilà, donc ça intéressant. a été ça mon cheminement, en fait. D'accord. Euh, C'était la prochaine question que j'allais te poser par rapport aux actions que tu entreprends aujourd'hui euh, dans cette transition. Donc, tu nous as parlé donc du végétarisme, si on peut l'appeler comme ça, je crois. Oui. Donc ouais, tu as modifié ta manière de voyager. Alors ça, c'est très intéressant parce que justement, dans les modes de vie écolo, c'est paradoxal, mais j'en entends pas beaucoup parler. J'entends parler de gens qui modifient leur mode de transport, qui utilisent un peu plus le vélo que la voiture. Ça, ok, très bien. Mm. Par contre, des gens qui décident d'arrêter ou de ralentir très fortement l'avion, ben c'est bête, mais c'est important et j'en entends pas trop parler. Euh, Bah, c'est un peu comme le véganisme, je pense. L'avion, il y a un aspect social parce que on peut partir. Alors, moi, mon conjoint, bah, comme je te dis, il était blogueur voyageur, donc on partait. En fait, je partais en mission avec lui. Je prenais beaucoup l'avion. Donc, on va dire que même si je l'ai arrêté maintenant, j'ai une empreinte carbone avion assez importante à rattraper. mhm, Et c'est vrai que enfin, je partais peu avec mes amis. Puis après, quand je me suis séparée de mon conjoint, je suis repartie beaucoup avec mes amis en avion. Et en fait, là, le fait de plus vouloir prendre l'avion, ça veut dire que bah, je dis non à des propositions de voyage, à des potes mhm. et ça peut créer des tensions, en fait. Parce que certains, alors j'ai des potes qui sont très engagés, d'autres moins, mais pour autant notre amitié est basée enfin voilà, sur d'autres bases et bah voilà, ça crée des distances. Du coup, je vais pas partir avec elle ou eux et on peut m'en vouloir. Enfin, on m'a déjà fait le reproche de ah mais en fait tu pars plus avec nous. Bah oui, mais parce que vous partez en avion. Et en fait, c'est compliqué aussi. Par exemple, quand une amie me raconte, ah oui, je suis partie faire ça à l'autre bout du monde, je suis partie à Dubaï une semaine, bah, je vais avoir du mal à forcément me réjouir, mais j'essaie de prendre un peu de recul, de faire abstraction et voilà, de passer outre. Mais c'est vrai que, ouais, pour rebondir sur ce que tu disais de oui, il y a beaucoup de personnes qui font le choix d'une démarche personnelle en adoptant des mobilités douces au quotidien, mais pas en remettant en question le voyage. Je Mm. pense que le voyage, voilà, c'est tellement merveilleux ce que ça nous apporte de voyager loin.
et il y a l'aspect social. Et en fait, on ne se rend pas forcément compte aussi du coût carbone que ça a de prendre l'avion. Parce que du coup, après avoir fait tout ce qui était zéro déchet, minimalisme, végétarisme, je regardais mon empreinte carbone et en fait, elle était explosée par l'avion. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah, en fait, mon discours, enfin, c'est pas que mon discours n'est pas cohérent, mon mode de vie au quotidien ne permet pas de compenser l'avion. Et quand je regarde le poids carbone qu'il faut avoir en 2050, on doit être à 2 tonnes équivalent CO2 pour rester sous la barre des 2 degrés d'augmentation de la température moyenne sur Terre. Mhm. Sinon, on s'expose à un dérèglement climatique catastrophique. Euh, en fait, un aller-retour Paris-Marrakech, c'est 1,4 tonnes équivalent CO2, quelque chose comme ça. Ah oui, Donc en d'accord. fait, l'avion, c'est pas possible. C'est quelque chose, si on veut vraiment être à la hauteur de l'urgence climatique, Mhm. l'avion, il faut l'arrêter. D'accord. C'est super intéressant et en même temps, à la manière dont tu me l'expliques, ça me donne l'impression que ça a été un peu un cheminement logique en fait d'en arriver là. T'aurais peut-être pas arrêté l'avion dès le départ, t'as commencé par des petits actes chez toi, enfin des petits actes costauds quand même, hein, le végétarisme, le zéro déchet, tout ça, l'air de rien, ça demande un certain engagement, je pense. Et en fait, la suite logique, ça a été de finir par arrêter l'avion. En fait, tu es allé un peu au bout de ton processus, quoi. Exactement, exactement. Et je pense que ce cheminement, il est propre à chacun et il dépend vraiment de est-ce que dans notre environnement quotidien, où se place l'avion en fait en termes de dépendance dans un mode de vie, dans notre mode de vie, à quoi on est le plus dépendant? Il y a des personnes qui, leur entourage ne prend jamais l'avion, eux-mêmes ils prennent jamais l'avion. Bon, bah, du coup, ça va pas forcément être le premier acte, alors qu'ils sont dans une famille de viandards. Moi, le végétarisme, même si des fois j'ai encore du mal à le gérer avec certains potes ou des fois dans ma famille, c'est pas un sujet explosif, alors que ça peut l'être pour d'autres. Et Mhm. je pense que le poids de chaque action, il est vraiment propre à chacun. Et je pense que c'est très important de l'avoir en tête et de pas non plus trop culpabiliser les uns les autres en disant ah moi je fais ça, tu fais pas ça. En fait, c'est vraiment Oui, c'est vrai que voilà, c'est propre à important. chacun personnel. Oui, c'est important et je crois que qu'on aurait tous malheureusement quelque chose à dire si on s'amusait à regarder, enfin je le sais parce que je l'ai un peu vécu, mais c'est vrai que si on s'amuse à regarder chez le voisin, on aura toujours forcément quelque chose à dire. Un petit exemple rapide, j'avais des patrons il y a quelques années dans un endroit où je travaillais, qui étaient très axés écologie, enfin très axés, tout est relatif, mais bon, ils étaient un peu axés écologie, ils essayaient de manger bio, voilà, ils prenaient soin de leur santé, tout ça. Et par contre, ils roulaient avec un 4x4 qui consommait, je sais pas, peut-être 20-25 litres au 100, enfin un truc vraiment costaud, Mhm. parce qu'ils étaient riches, ils avaient beaucoup d'argent, et en fait, le 4x4, peut-être que dans leur inconscient, c'était, voilà, on a de l'argent, c'est le truc qu'on doit avoir, quoi. C'est une belle voiture, ça nous plaît, c'est gros. Ça les empêchait pas de manger bio à côté ou de prendre soin d'eux. Mais c'est vrai que oui, peut-être que toi, par exemple, ou moi, ou n'importe qui verrions ça d'un point de vue extérieur, on se dirait, mais c'est fou, ils pensent à l'environnement, ils sont conscients de ce qui se passe, et ils roulent en 4x4 alors qu'ils habitent en ville, enfin, ça n'a pas de sens, quoi. C'est exactement ça, ouais. Mais c'est vrai que des fois, les petites actions sont pas si mal, et oui, c'est intéressant de pas forcément juger les gens sur ce qu'ils font, même si ça peut paraître incohérent. C'est ça. Et puis même, je pense que même une personne qui sait qu'elle fait pas tout bien, je pense qu'il faut arriver à le reconnaître aussi. Par exemple, enfin, il faut avoir de l'humilité aussi par rapport aux actions qu'on fait, au Mm. sens où même moi, si aujourd'hui j'arrive à ça, il y a encore 2, 3 ans, je prenais l'avion, j'ose même pas le dire, mais entre 10 et 20 fois par an, en comptant D'accord. les escales, bien sûr. Hein. Donc voilà, mais parce que voilà, j'étais dans le blogging voyage, c'était aussi comment dire, l'American Dream pour la jeune que j'étais à ce moment-là. C'est-à-dire que tout le monde faisait ça autour de moi et c'était un mode de réussite, une preuve de réussite en fait de sa vie Oui, c'est ça. à ce Mm. moment-là. On revient au Et social encore, on revient au côté social de la chose, quoi. Mm. c'est ça. Et par exemple, moi, l'avion était pour moi ce que le 4x4 est à la personne, enfin, et au patron dont tu parles. Mhm. Oui, Et c'est vrai. pourtant, j'ai jamais eu de voiture. D'accord. Ok, c'est intéressant. Euh, on a parlé donc on a parlé de ces différentes actions que tu as entreprises toi pour réaliser ta transition. On a parlé principalement donc de végétarisme. Tu viens de me dire que tu n'avais pas de voiture. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, enfin d'autres actions que tu mets en place
dans ta transition? Bah, je dirais l'élément le plus fondamental que j'ai évoqué au début, c'est plus, en fait, après avoir fait tout ça, c'est-à-dire en adoptant vraiment un mode de vie minimaliste, donc tout ce qui va être do it yourself, je vais essayer de faire les choses moi-même. Par exemple, je vais raccommoder mes vêtements. Enfin, dit comme ça peut faire un peu. Enfin, j'ai pas des trous énormes dans mes vêtements non plus, mais par exemple, voilà, là j'avais un legging, il y a un petit trou, je le raccommode plutôt que le jeter comme notre société nous incite à le faire et aller en Mm. racheter un chez H&M. C'est-à-dire que maintenant j'achète que d'occasion, tout ça. Donc c'est vrai que après ce mode de vie-là, en fait, moi je me suis dit, ok, je suis arrivée un peu au bout de ce que je pouvais faire. Mhm. Et sauf que, en fait, dans le métier que j'avais, j'interrogeais peu le métier que j'avais au sens où j'avais fait le choix, comme je te disais au début, de travailler pour le service public. Et en plus, j'ai fait le choix, j'ai eu la chance de pouvoir choisir aussi mon métier dans le service public. Donc, j'ai travaillé dans la gestion des déchets, dans le tri des déchets plus exactement. Et c'était un engagement très fort. Et puis, en fait, au fur et à mesure, je me suis aperçue que les missions que j'avais, c'était pas que du greenwashing, mais en fait, c'était pas à la hauteur de l'urgence climatique dont je te parle. C'est-à-dire que le tri des déchets, c'était vraiment voilà, un pansement sur nos modes de vie, notre consommation. Mhm. Et je me disais, mais je peux pas investir 10 heures par jour pour quelque chose dont je ne suis pas convaincue de l'efficacité. D'accord. Ok. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, il faut que je change de taf, en fait. Finalement, tu as été un peu en avance sur, comment dire, tu as été, enfin, comme on peut dire dans le jargon, tu as été plus royaliste que le roi. Enfin, tu as été en avance sur, sur peut-être les études que tu as suivies ou le métier dans lequel tu es rentré dans un premier temps. Parce que c'était ton travail au départ, hein, la gestion du tri des déchets, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. D'accord. Euh, c'est intéressant. Et alors justement, le tri des déchets, en quoi l'urgent, enfin, comment dire, en quoi c'était Bah, mal organisé? Qu'est-ce qui n'allait pas exactement? Est-ce que tu peux nous en parler? oui, alors je vais essayer de rester pas trop non plus. Enfin, je veux pas forcément incriminer le milieu dans lequel j'étais avant, mais en fait, le problème du tri des déchets, c'est que c'est comme un pansement. Je pense qu'il faut vraiment le voir comme un pansement, c'est-à-dire que ça permet de raccommoder, Mhm. mais ça ne permet pas de résoudre le problème des déchets. C'est-à-dire que par exemple, à Paris, je vais prendre la situation parisienne, à Paris, on produit tellement de déchets Mhm. qu'il n'y a pas assez de conteneurs aujourd'hui pour pouvoir absorber tous les déchets qui sont potentiellement recyclables. D'accord. Il n'y a pas assez de place, en fait, pour pouvoir mettre autant de poubelles jaunes qu'on le voudrait. D'accord. Donc voilà, déjà, c'est biaisé, c'est-à-dire qu'on peut faire tous les efforts du monde, la majorité des déchets, en fait, ne sont pas triés. Mhm. Et pour que déjà à la base, pour que le geste de tri soit effectué partout, il faudrait réaliser des grandes campagnes de communication, sauf que ça coûte cher. Et aujourd'hui, en fait, les moyens financiers et humains ne sont pas mis là-dessus. Donc il y avait déjà ça. Et ensuite, de façon plus précise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les industriels qui mettent sur le marché des emballages, ils sont tenus de payer une taxe, une éco-contribution, un éco-organisme qui est mandaté par l'État. Et cet éco-organisme va restituer aux collectivités cet argent-là, une partie de cet argent-là, pour que les collectivités puissent mettre en place la collecte des déchets, puissent mettre en place des campagnes de sensibilisation. Et en fait, comme cet éco-organisme, il a but lucratif, les industriels du marché mettent moins d'emballage, les industriels du plastique mettent moins d'emballage sur le marché, cet éco-organisme va gagner moins d'argent et du coup, il va moins pouvoir en donner aux collectivités. Et donc, D'accord. et voilà. Et en fait, en ça, c'est biaisé. Parce que, enfin, parce que du coup, l'idée, ça serait de mettre moins de bouteilles plastiques, par exemple, sur le marché. Mais c'est pas un objectif en soi. L'objectif, ça va juste être de trier ou de recycler. Et même au niveau du recyclage, aujourd'hui,
c'est très dur de recycler le plastique, ça demande énormément d'énergie, et donc l'empreinte carbone globale du tri du recyclage, il n'est pas forcément meilleur qu'une incinération pure et dure. Mm. Et, euh, on avait l'habitude en fait d'envoyer nos plastiques, nos balles de plastique en Chine ou dans d'autres pays. Et aujourd'hui, en fait, la Chine, par exemple, refuse de récupérer nos déchets. Donc, on se retrouve un peu bête avec tous ces déchets sur la main et les entreprises qui veulent pas les mettre dans qui veulent pas les intégrer dans leur process d'industrialisation parce que c'est pas forcément hyper qualitatif. Et donc, en fait, c'est en ça. Alors voilà, j'essaye enfin, c'est un sujet un peu complexe, mais c'est en ça en fait que le mécanisme est biaisé et que aujourd'hui en fait on se retrouve à faire beaucoup de choses pour trier les déchets, mais ce qu'il faut, c'est arrêter de mettre sur le marché des emballages. Il faut arrêter de consommer. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut faire. D'accord, ouais, c'est finalement, pour le définir simplement, c'est exactement ce que tu dis, c'est le pansement en fait. C'est-à-dire on attend d'être blessé et on se soigne, on réfléchit pas à ce qu'on pourrait faire pour éviter de se blesser en fait, tout simplement. Ouais, alors qu'il faudrait faire un garrot. Il faudrait C'est faire un ça, garrot. ouais, ouais. Voilà, et Ouais. on met un bout de tissu dessus. Enfin, c'est pas du tout à la hauteur. D'accord. Euh, oui, je rebondis sur une chose que tu as dit, c'est assez intéressant. J'avais entendu parler, moi, il y a des années, de déchets qu'on envoyait, notamment les déchets électroniques en Afrique, je crois. Et, enfin, une partie en tout cas. Et c'est vrai que c'est impressionnant quand tu te dis que, en fait, tu vis dans un pays qui n'est tellement pas capable de gérer ses déchets qu'en fait il essaie de trouver un moyen de les envoyer ailleurs. Enfin, rien que de penser à ça, ça devrait. Enfin, je sais pas, tout le monde devrait être choqué. Enfin, moi j'ai appris ça, j'étais sur le cul quoi. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ah, pour moi, il serait logique que chacun, peut-être pas chacun chez soi, parce que bon, dans l'immédiat ça me paraît compliqué, mais que à l'échelle nationale, on soit au moins capable de gérer nos déchets. Et apparemment, c'est même pas le cas alors. C'est ça. Et en fait, ce que tu dis, ça vient toucher en fait la dimension néocoloniale du dérèglement climatique et du capitalisme. C'est-à-dire que au temps du colonialisme, on a exploité les ressources des pays, des pays non occidentaux pour enrichir les pays occidentaux. Et aujourd'hui, on continue à le faire, hein, mais c'est même pas qu'on n'arrive pas à traiter les déchets chez nous, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de le faire. C'est-à-dire qu'on Oui. considère les autres pays du monde comme étant la poubelle de l'Occident. Et ça vient. Et aujourd'hui, par exemple, quand on analyse un peu la géopolitique du dérèglement climatique, de la pollution, ce sont les pays occidentaux qui sont derrière le dérèglement climatique, en fait. Mhm. Et par exemple, quand on analyse aussi l'empreinte carbone des plus riches, il y a Thomas Piketty qui a analysé ça. Il y a eu des études de l'INSEE aussi là-dessus, montrent que les personnes les plus riches ont des empreintes carbone qui peuvent aller à 200 tonnes équivalent CO2 par an, alors qu'un Français, c'est 10 tonnes. Oui, c'est Et énorme. les plus pauvres, ils sont à 3-4 tonnes. Mm. Et en fait, ça vient toucher aussi à ce sujet-là que la justice climatique, c'est aussi une justice sociale et que la question du climat, c'est aussi une question de néocolonialisme, en fait. Ouais, c'est vrai. J'avais jamais pensé sous cet angle, mais c'est vrai que oui, oui, oui. D'une certaine manière, je pense qu'il y a aussi ouais, peut-être un manque d'envie de gérer les déchets. Ouais, ça me paraîtrait pas étonnant. Oui, c'est vrai que je l'avais jamais vu de ce point de vue-là, mais d'accord, bah c'est Bah intéressant. ouais, Enfin, c'est intéressant. Ça fait toujours aussi peur, hein, mais c'est intéressant quand même. c'est ça, c'est assez flippant, ouais. Est-ce que tu peux nous faire un petit récap, même si tu as peut-être déjà commencé à en parler quand tu m'as dit que tu as arrêté d'utiliser l'avion par exemple, ou par rapport au zéro déchet peut-être, est-ce que tu peux me dire quels sont les sacrifices que tu as dû faire dans ta transition pour modifier ton mode de vie? En fait, la notion, j'ai toujours fait les choses par conviction Mhm, et je me suis jamais sentie obligée de le faire, c'est-à-dire que j'ai été la seule. J'ai eu ce privilège en fait de pouvoir avoir le choix aussi de dire bon bah je vais arrêter de faire ci, je vais faire ça. Et je l'ai fait par conviction et non pas par obligation parce que je vivais dans un environnement où tout était en train de s'effilocher, comme on peut voir dans certaines régions du monde. mhm. Le sacrifice, mais par contre, en fait, le sacrifice, je dirais que j'ai fait, c'est plus un sacrifice professionnel, un sacrifice aussi de confort de vie, c'est-à-dire que quand j'ai réalisé en fait que même dans mon travail, en fait, j'ai alimenté un système qui ne me convient pas. Euh, donc j'ai décidé de quitter ce travail
et en fait d'aller à la rencontre d'alternatives de terrain en France pour pouvoir m'en inspirer et pour pouvoir justement éventuellement euh, choisir un nouveau métier et choisir une façon de vivre, donc en collectif, et une façon de vivre où je puisse développer une autosuffisance alimentaire, alors, et avoir une maison qui énergétiquement soit viable. Mhm. Euh, donc en fait, pour aller de là où j'étais, en région parisienne, dans mon petit métro boulot dodo, avec mon taf d'ingé, très confortable, hein, avec beaucoup de gratification, de reconnaissance professionnelle, des divertissements au quotidien en région parisienne. Passer de ça à je vais aller sur les routes avec mon backpack et faire du woofing, enfin être nourri logé contre travailler au champ. Enfin, voilà, c'est un peu ça le sacrifice que j'ai fait. Et c'est vrai que ça a été le plus violent, je dirais, cette année-là, là, depuis un an, parce que bah, ça veut dire ne plus avoir de salaire, ça veut dire enfin, voilà, quitter ce confort et aussi être face à des amis ou de la famille, face à des proches et que ces proches-là ne se retrouvent plus dans ce que je leur renvoie. Ouais, justement, c'était l'une des Et, prochaines questions, ouais. bah, je dirais que mon sacrifice, ça a été ça, et accepter bah, de ne plus être bankable sur le marché du travail, au Mhm. sens où aujourd'hui, si je veux me présenter à un poste d'ingénieur classique Mhm. auquel ma formation amène, bah, en fait, je vais forcément avoir un parcours marginal. Et si on me demande de me justifier sur mes convictions et mon parcours, ce que beaucoup de boîtes font, bah, je pense pas être la bienvenue partout. Et c'est en ça, je dirais que c'est ce sacrifice-là, on va dire, que j'ai fait et qui est difficile à assumer dans une société très carriériste, de réussite individuelle, personnelle, où bah, si on a réussi sa vie, c'est parce qu'on a un tel poste, tel salaire, telle maison, telle vie de couple. Et ça, c'est des choses auxquelles j'ai dit non pour m'orienter vers autre chose. Et je dirais que ça, c'est le plus gros sacrifice, en fait, que j'ai eu à faire. D'accord. Ouais, là, c'est un changement de mode de vie, ouais, au sens littéral du terme, hein. Là, il s'agit pas juste de manger bio, même si c'est très bien, mais c'est pas juste un acte, quoi. Ça a vraiment été général chez toi, et c'est peut-être d'autant plus fort enfin, d'autant plus fort chez toi, et d'autant plus intéressant que toi, tu avais une situation qui était très stable et oui, oui, que peut-être même que d'autres auraient voulu, quoi. Ta carrière était tracée, entre guillemets, quoi. Mon père me l'a souvent dit. Ben oui, Mon père m'a dit, oui, oui. ouais, il y a plein de gens qui donneraient n'importe quoi pour être à ta place, mais, mais voilà, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est propre à chacun. C'est-à-dire, oui, mais cette place, en fait, je préfère la laisser à d'autres. Hmm. Je la donne à d'autres volontiers, en fait. Bah, mon poste, il a été pris par quelqu'un d'autre et ça correspond à ses convictions. Moi, ça correspondait pas aux miennes et je me sentais être pas là, en fait, pas à ma place, en fait. J'étais pas à ma place. D'accord. Non, mais c'est intéressant, ouais, non, c'est... Ok, bon, ben très bien. Euh, Est-ce que tu avais des idées reçues que tu as eu l'occasion de démonter, entre guillemets, dans ta transition? Par exemple, est-ce qu'il y a des choses que tu fais aujourd'hui, tu t'attendais à ce que ce soit difficile à faire, et aujourd'hui ce sont des choses que tu fais quasiment quotidiennement et qu'au final tu trouves pas bien dur? Par exemple le zéro déchet ou autre, hein, peu importe, hein. Euh, oui, bah, je dirais ma première idée reçue que j'ai démontée, ça a été le tri des déchets. Bon, on en a parlé Mhm. tout à l'heure, plutôt au sens négatif du terme. Je pensais vraiment que c'était quelque chose de révolutionnaire et que ça pouvait changer le monde. Et en fait, je me suis aperçue que c'était, enfin pour moi en tout cas, que c'était pas à la hauteur. Mhm. Enfin, pas pour moi, mais à la hauteur, enfin par rapport à l'urgence climatique annoncée, enfin euh, décrite par les scientifiques du GIEC, c'est pas à la hauteur. Mais je dirais que ce qui, au sens de qu'est-ce qui est facile, c'est-à-dire que j'ai pris beaucoup d'habitudes et j'ai déconstruit des envies, j'ai déconstruit des désirs. Et c'est vrai que quand j'étais plus jeune, bah, de façon traditionnelle, j'étais très happée par un mode de vie de consommation, donc consommation dans des restaurants, consommation de vêtements, consommation de voyages.
Et en fait, cette transition-là, en fait, m'a permis de me tourner vers d'autres réjouissances qui sont, je dirais, plus la réjouissance du collectif, euh, partager des moments de vie avec des personnes, se battre pour ses idées, se battre pour ses convictions, se mobiliser. Et en fait, ça me remplit beaucoup plus que tout ce que je pouvais acheter avant. D'accord. Ça me prend les tripes en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ressens plus le besoin de consommer. Et en fait, c'est devenu des automatismes. Ce sont devenus des automatismes. Aujourd'hui, le zéro déchet ou le minimalisme, c'est plus un effort. C'est le contraire en fait qui sera un effort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je dois aller, par exemple là, voilà, un exemple tout bête, je me suis fait voler mes chaussures. En gros, D'accord. en fait, pendant le confinement, j'étais partie me balader. J'ai posé mes chaussures sur le paillasson parce que je voulais pas les rentrer à l'intérieur pour éviter une potentielle contamination. Mhm. Et en fait, on m'a piqué mes chaussures. Donc, j'étais trop deg. Et ça faisait à peine un an que je les avais. Donc, c'est pas beaucoup. Je trouve que c'est pas beaucoup. Mhm. Et donc, il faut que je m'en rappelle. Pour le coup, voilà. C'est vrai que les chaussures, je ne veux pas acheter d'occasion. Et j'achète du neuf. Et donc, je me suis dit, oulala, bon, je vais chercher des marques éthiques de chaussures pour pouvoir mettre mon argent là où voilà, j'ai envie de mettre mon argent, de voter par la consommation. Mhm. Et je ne les ai toujours pas achetées en fait, parce que je prends le temps vraiment d'analyser tout, de tout regarder. Alors ça prend du temps, hein, il faut avoir le temps, mais me ruer sur la première basket, c'est pas possible en fait, ça me met très très mal à l'aise. Donc je dirais c'est en ça que je trouve ça intéressant psychologiquement et de voir à quel point en fait on peut déconstruire des mécanismes et en Mhm. créer des nouveaux. Ouais, finalement, quand tu es prête dans ta tête, il n'y a plus vraiment de sacrifice à faire en réalité, quoi. Tu fais les choses automatiquement et... C'est ça, ça devient une habitude en fait, ça devient son mécanisme, ça devient une partie de son identité en fait. D'accord. Ouais, je crois que je me retrouve un petit peu dans ce que tu dis, notamment à l'époque où j'étais devenu végétarien, où en fait, bon, moi pour le coup, je l'étais devenu du jour au lendemain, c'est-à-dire que donc je n'étais pas végétarien et je ne l'étais pas au point que ça m'arrivait de manger de la viande le matin carrément, tellement j'adorais la viande, j'adorais ça, les steaks et tout machin. Et en fait, du jour au lendemain, j'étais devenu végétarien et contrairement à ce que je pensais, ben en fait, ça n'a pas du tout été dur parce que je sais pas, il y a eu un déclic en fait, c'est quelque chose qui s'est passé dans ma tête, je sais pas l'expliquer exactement. Et du jour au lendemain, je suis devenu végétarien et c'était naturel et c'était comme ça et c'était fini quoi. C'est comme si ça n'avait pas demandé d'effort en fait. Oui, tu as conscientisé, en fait, tu as donné un sens à ton action et je pense que c'est ça vraiment, pour pouvoir euh, réaliser une transition personnelle, il y a vraiment un enjeu de conscientisation et Oui. Mhm. il faut que les choses aient un sens. Ouais. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire les choses, en fait. Mhm. D'accord. Euh, bon, tu as l'air déjà à un stade à avancer, je crois, dans ta transition, mais est-ce qu'il y a des points précis sur lesquels tu penses avoir encore des efforts à faire dans ta transition? Carrément. Je dirais que moi, je suis dans une transition personnelle au sens où bah, j'ai radicalement changé mon mode de vie, autant sur des petites actions du quotidien que sur mon engagement professionnel, parce que, alors, c'est vrai qu'on n'en a peut-être pas parlé, mais maintenant, en fait, ce Tour de France des alternatives, j'ai voulu le communiquer, le diffuser à un maximum de personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet-là. Et donc, depuis un an, j'ai fait une dizaine de reportages sur chaque initiative que j'ai découvert. Donc, pour pouvoir sensibiliser, aider à la conscientisation, diffuser de nouveaux récits, amplifier la mobilisation autour de la transition écologique et sociale. Mais je dirais que ce qui me manque le plus aujourd'hui, et c'est pas quelque chose qui me manque qu'à moi, mais aussi, je pense, qui est nécessaire, c'est de faire de sa transition personnelle une transition collective. Donc, j'amène cette transition collective via les reportages que je diffuse, où j'essaye de, enfin, on va dire qu'il y a une communauté qui s'est créée autour de ces reportages. Aujourd'hui, il y a 8000 personnes qui suivent ces reportages. Donc, il y a une communauté qui se crée, donc il y a un collectif par rapport à ça.
Mais je dirais que même moi, mon action perso, même de reportage, il faut que je puisse faire synergie avec d'autres actions. Et je pense par exemple euh, à des mobilisations. Voilà, moi aujourd'hui, c'est vrai que je m'intéresse à la désobéissance civile, aux, aux mobilisations type manif ou d'autres types de mobilisations pour faire entendre sa voix au niveau politique. Mhm. Même en dehors de la scène politique, pour pouvoir s'associer à d'autres personnes pour créer des transformations de territoire. Et je pense que c'est ça qui me manque aujourd'hui. Et je dirais là, je vais amorcer une deuxième année de transition radicale où je vais vraiment essayer de faire beaucoup plus lien avec des groupes pour pouvoir créer des choses ensemble sur des territoires différents. Donc, soit en termes d'éco-construction, en termes de mode de gouvernance, en termes de permaculture, d'agroécologie, d'éducation, de santé. Donc, je pense que c'est ça la prochaine étape de ma transition et qui est indispensable, en fait, je pense, si on veut vraiment aller au bout du truc, si on veut vraiment faire le maximum. Si je comprends bien, chez toi, cette transition écologique, dans ce que tu viens de me dire, elle doit amorcer un changement de système carrément. Mm. Enfin, c'est l'impression que ça me donne. Ou est-ce qu'on peut Bah, rester dans le système tel qu'il est, sans rien bah, changer, mais juste en mangeant bio, par exemple? bah non, enfin, en fait, ça dépend quel est son objectif. C'est-à-dire que oui, chaque personne est libre de s'arrêter au végétarisme si c'est comme ça qu'elle se voit vivre. Mhm. Mais si notre objectif, c'est de minimiser notre impact nocif sur notre environnement, c'est pas du tout à la hauteur. Euh, donc, les scientifiques du GIEC, et il y a un consensus scientifique par rapport à ça, euh, pour rester, en fait, le dérèglement climatique, si la température du globe moyenne du globe dépasse 2 degrés d'ici 2050, bon, il y a différents scénarios qui vont, par exemple, jusqu'à 5-6 degrés, peut-être voire plus. Oui. Il va y avoir un dérèglement climatique et une extinction de la biodiversité et des ressources catastrophiques qui vont mener à une extinction de la civilisation humaine. Alors, pas de la disparition de la planète, mais de Mhm. l'extinction de la civilisation humaine. Et même si on se dit, bon, bah, en effet, pour disparaître, c'est-à-dire que la vie des personnes qui vont vivre à ce moment-là va être ignoble. Oui. Et la vie de certaines personnes actuellement est déjà ignoble parce que le dérèglement climatique, il est déjà à l'œuvre dans certaines régions du monde. Et, et donc, en fait, quelle est notre, je dirais pas forcément notre ambition, mais je dirais quelle est notre conscience du monde et quel sens on a envie de donner à nos actions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde, en fait, on peut faire des simulations empreinte carbone. Après, la question du carbone, c'est pas la seule problématique, mais si quand on analyse les empreintes carbone, nous, notre poids dans le système, il y a le rapport carbone 4 que j'invite toutes celles et ceux que ça intéresse à lire. Le rapport carbone 4, il explique que euh, le comportement personnel, il agit sur 20% de l'empreinte carbone d'un pays. Donc, par exemple, là, avec tout ce que je fais, on va dire que il y a 20% de mon empreinte carbone que je peux réduire. Mhm. Et 80%, ça va être des décisions politiques systémiques et donc politiques et d'entreprise. Et D'accord. donc, en fait, on peut manger bio comme on veut. On peut manger bio, on peut être zéro déchet, minimaliste, végétarien, arrêter l'avion. Mais si derrière, il n'y a pas des décisions politiques, des décisions d'entreprise et que on continue à avoir des entreprises qui polluent et qui envoient du carbone dans l'air par leur industrie et tout le tralala, en fait, on n'arrivera pas à enrayer le dérèglement climatique. Et donc, c'est en ça que je pense qu'il faut, en effet, enfin, il faut. Si on veut si notre transition elle a pour objectif de limiter le dérèglement climatique, c'est jusque-là que nos actions doivent aller. Très bien. Oui, c'est une.
Bah, c'est la suite logique des événements, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Peut-être que quand tu commences au début par manger un peu mieux, puis prendre soin de toi, puis manger bio, puis changer tes transports, etc., etc., peut-être qu'à la fin, c'est le système, si je comprends bien, qui change en fait. Bah, en fait, c'est vrai que quand on creuse, c'est-à-dire au cheminement, enfin, pendant mon cheminement, moi, j'ai creusé, je creusais, creusé, creusé. Parce que à chaque fois, je me disais, bon, ok, c'est bien, je fais ça, je fais ça. Est-ce que c'est suffisant? Ah, je me disais, ah bah non, il y a ce truc en plus que je préfère. Et donc, au fur et à mesure, en fait, je découvre Mhm. que c'est un problème systémique et que même en dehors du dérèglement climatique, on peut se poser la question de est-ce que c'est normal qu'on ait à gagner sa vie? Est-ce que c'est normal qu'on ait à devoir travailler 10 heures par jour, par Oui, exemple, pour faire des métiers qui n'ont pas de sens, oui, c'est vrai. qui n'œuvrent pas pour le bien commun Qui et n'apporte qui ne rien, ouais. font... Mais c'est ça, et qui ne font qu'enrichir en fait les 10% des plus riches du monde, qui en plus, eux, détruisent la planète par leur stratégie commerciale et pas que la planète, mais le social. Est-ce que c'est normal? Mhm. Est-ce que c'est normal en fait? Et c'est vrai que, parce que moi à la base, c'était quand même des convictions sociales et, euh, et féministes qui m'ont mené vers tout ça. Et c'est vrai que même si aujourd'hui on était dans un système vert, entre guillemets, ça n'enlève pas tout l'aspect social, c'est-à-dire la question du travail, la question du lien social, la question de la gouvernance, la question de la hiérarchie, la question des discriminations. Et je pense que oui, il y a un changement systémique à opérer, en fait. D'accord, très bien. Est-ce que de manière générale, tu es entouré par des personnes qui sont sensibles à l'écologie ou pas tellement? Euh, bah, on va dire que pas tellement, mais enfin, en fait, les personnes avec qui j'ai grandi, elles ont été à l'image de mon cheminement aussi. C'est-à-dire que j'ai des amis que j'ai rencontrés il y a longtemps. Bah, quand je les ai rencontrés, on s'est rencontrés sur d'autres bases que cette sensibilité-là. Euh, et aujourd'hui, c'est vrai que avec la transition radicale que j'ai pu opérer, comme je te disais tout à l'heure, il y a des personnes qui ne se sont pas retrouvées dans ce cheminement-là et qui, en tout cas, alors pas forcément que pour des raisons d'engagement, mais en tout cas, on n'arrivait plus à trouver de base commune. Oui, Et voilà, il y a des personnes avec qui j'ai plus forcément de contact aujourd'hui et qui étaient pourtant des personnes très proches. Et aujourd'hui, c'est vrai que je m'aperçois que les personnes avec qui je peux aller le plus loin, les personnes avec qui je peux créer le plus de choses et avec qui je peux être la version de moi que j'aime le plus, c'est des personnes qui ont cette sensibilité-là. Et c'est vrai que ce sont ces personnes-là qui vont m'intéresser aujourd'hui par bah, déjà toute l'émulation que je peux avoir avec elles quand on parle de sujets qui nous touchent réciproquement et toute la potentialité de ce qu'on peut faire ensemble. Et, euh, et c'est vrai que je dirais que en plus d'être une transition écologique, elle est aussi sociale au sens où maintenant, je suis aussi dans une transition de personnes avec lesquelles m'entourer et construire un nouveau cocon, je dirais, de proches qui sont en lien avec toutes ces questions-là. d'accord. Ouais, oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Là, tu es en train d'amorcer ta deuxième année de transition un peu plus radicale, comme tu le disais. Et c'est vrai que cette deuxième année sera peut-être plus concentrée sur l'aspect social de la chose, comment se collectiviser, se grouper et s'organiser pour aller dans ce sens, quoi, de cette transition. C'est tout à fait ça. C'est vraiment ce que je recherche. D'accord. Euh, Si c'est pas indiscret, comment ta famille proche ou tes amis proches voient ou ont vu ces changements chez toi? Euh, Bah, c'est un peu ce que je te disais sur le fait qu'il y a des personnes qui se retrouvaient là-dedans ou pas. Je dirais du côté de ma famille, en fait, il y a eu une transition aussi, au sens où au début, ça a été un peu un cataclysme. Oh là là, Victoria, tu as quitté ton poste d'ingé, ta carrière, le statut social, très Oui, très important, c'est le statut social. Euh, il y a eu un rejet au début quand même, une incompréhension de mon acte. Et, euh, et en fait, je pense que les reportages que je fais sur les initiatives citoyennes, donc, ont amené à un changement
de, de regard sur ma transition au Mhm. sein de ma famille et de mes proches même, au sens où dans ma famille récemment, et je pense aussi avec le confinement, j'ai reçu de façon un peu surprenante beaucoup de gratitude et de gratification par rapport à ce que je faisais. Et donc ça aussi, ça a été une transition. Mais il y a eu des moments difficiles où j'avais, en fait, ces rejets-là, c'est-à-dire que même dans mes amis proches, il y en a qui se sont toujours retrouvés là-dedans, et c'est généralement ceux qui ont déjà une sensibilité écologique assez importante, Mhm. euh, et qui m'ont accompagnée et qui sont toujours là et avec qui on s'est même renforcé autour de ce projet-là. Et puis d'autres qui, en fait, ont eu une réaction un peu épidermique et avec qui je suis plus en lien. Et ça a été aussi douloureux de voir que finalement, euh, une amitié tenait aussi à l'envie, enfin, tenait aussi à ce que je renvoyais, c'est-à-dire que l'amitié, elle était valable si j'étais, je dirais, à Paris, dans ce métier-là, dans les divertissements qu'on partageait. Et à partir du moment où je remettais ça en question et que je disais non, je ne veux plus faire partie de ce monde-là, certaines et certains l'ont vécu comme une offense, en fait. Et je peux l'entendre, hein. Mais après, c'est comment on arrive à passer au-dessus de ça, à se dire, bon, bah, finalement, c'est pas contre moi, euh, c'est pas un jugement, et surtout que j'ai des amis qui sont pas dans les mêmes dynamiques, avec qui ça se passe bien. Donc, ça a été, ça aussi, ça a été. En fait, c'est plus compliqué ça à gérer, je trouve, que de faire des gestes, des éco-gestes au quotidien. C'est plus D'accord. cet aspect-là, en fait, humain et, euh, et affectif, de voir un peu à qui se rattacher, qui est encore là, qui a envie de continuer. Et ouais, je dirais que enfin, ça a été ça le plus compliqué. Mais finalement, enfin, ce que je voulais insuffler comme conscientisation avec les reportages, eh ben, ça le fait aussi avec certains amis et certaines personnes de ma famille. D'accord. Mais il y a quand même certaines personnes qui ne partagent pas forcément tes idées, avec lesquelles malgré tout tu as réussi à garder de bons contacts alors. Bah, je dirais que les personnes proches avec qui je suis toujours aussi proche, elles se retrouvent quand même on se retrouve dans ces idées-là. C'est-à-dire que c'est compliqué. Si, non, si, il y a des personnes avec qui on arrive, on a d'autres bases en fait de fonctionnement, mais c'est vrai que moi au quotidien, en fait, ce que je vis, c'est bah là, quel reportage je vais faire, quel sujet je vais pouvoir creuser, quelle initiative je vais pouvoir aller découvrir, comment mettre ça en forme, faire de la veille un peu sur ce qui se passe en termes de militantisme aujourd'hui. Et tout ça, en fait, je le partage. C'est-à-dire que, bah oui, j'ai des amis qui vont pas se retrouver là-dedans, donc on va échanger sur d'autres choses. Mais vraiment, au quotidien, voilà, moi, c'est ça que je renvoie. Donc c'est sûr que si une personne, elle en a rien à foutre ou elle est aux antipodes de ce que je prône, ça va être compliqué. Oui, c'est Ça sûr. va être compliqué. D'accord. Eh bien écoute, pour finir, est-ce que tu veux nous dire quelques mots à propos donc de ces reportages que tu produis? Tu en as parlé un petit peu pendant l'interview, je pense que ça peut être intéressant. Oui, bah, j'invite toutes savoir plus sur les initiatives citoyennes qui sont en train de se créer, qui sont créées en France aujourd'hui, à aller voir bah, ces reportages. Donc, on peut les retrouver sur YouTube. Ça s'appelle Vivi au pays des alternatives. Et en fait, c'est des reportages sur des écolieux, le militantisme climat, euh, des expérimentations de vie post-effondrement, enfin, éco-construction, yourte, low-tech. C'est vraiment tous les sujets divers et variés qui sont en lien avec la transition. C'est des petits reportages de 5 à 10 minutes et en fait, ça permet de se voir, enfin, de réaliser tout ce qui se passe en France aujourd'hui et bah, de s'en inspirer et pourquoi pas reproduire ça là où on se trouve. Mhm. Et j'en ai vu quelques-uns et c'est très intéressant. Sur YouTube, je l'ai vu, ça Merci. s'appelle Vivi au pays des alternatives, c'est ça? Exactement, c'est Eh, ça. Est-ce que tu es sur d'autres réseaux ou pas spécialement?
Les réseaux classiques dont on ne peut malheureusement pas se défaire aujourd'hui. Eh oui. Donc Instagram, YouTube et Facebook. Et là, en fait, récemment, j'ai transféré certains de mes reportages sur la plateforme de streaming engagée qui s'appelle Imago TV, qui diffuse plein de documentaires, podcasts, reportages qui sont en lien avec la transition écologique et sociale. Et voilà, donc c'est un nouvel acteur dans le streaming, dans ce domaine-là. Et il y a aussi une transition numérique à réaliser, mais pour le moment qui est assez timide. D'accord, oui, en effet, ouais, c'est un peu compliqué. D'accord. Mais dans tous les cas, on mettra les différents liens dans la description de ce podcast. Et, Trop cool. euh, et voilà. Est-ce que on a fait le tour pour toi? Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais te remercier déjà de m'avoir laissé cet espace d'expression. Et, aussi, j'invite toutes celles et ceux qui ont des questions par rapport à la transition et qui sont un peu perdus ou qui ont des idées de repartage ou voilà, des choses à faire ensemble. Donc, pour créer du collectif, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je réponds à tout le monde sur ces sujets-là. Très bien. Eh bien, écoute, un grand merci à toi d'avoir accepté l'invitation et qui sait, ben, on se retrouvera peut-être pour une autre émission sur le sujet, sur des choses qu'on n'aurait pas pu aborder, dont on n'aurait pas eu le temps de parler, peut-être. Plaisir. Merci Damien. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.